Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour donc cette deuxième table ronde de la matinée qui va porter, elle, sur le levier monétaire. Le levier monétaire pour financer la transition. Alors déjà, en introduction, je voudrais dire que la mobilisation de ce levier ne va pas de soi. Enfin, ne m'interromps pas dès le début. C'est clair. Donc la mobilisation de ce levier ne va pas de soi parce que la doctrine en matière de politique monétaire est plutôt qu'elle doit être neutre et donc elle n'est pas censée favoriser un secteur plutôt qu'un autre. Un coin dans cette doctrine a commencé à être posé il y a une dizaine d'années lors du discours que je pense la majorité d'entre vous connaissent de Mark Carney en 2015, à la veille de la COP21, fameux discours de la tragédie des horizons, dans lequel il explique que les risques climatiques sont en fait des risques financiers systémiques, dont on a beaucoup parlé dans la première table ronde. Donc des risques financiers systémiques, c'est-à-dire des risques en mesure de déstabiliser l'ensemble du système financier. À partir du moment où Mark Carney affirme ça, il devient légitime pour les banques centrales de se saisir de la question du climat, puisque depuis la crise de 2007-2008, la question de la stabilité financière a été réaffirmée comme un sujet au cœur du mandat des banques centrales. En 2017, vous avez la création du NGFS, le Network for Greening the Financial System, qui compte aujourd'hui près de 140 banques centrales et superviseurs financiers à travers le monde, et qui mène des travaux, à la fois de partage d'expériences, des travaux de recherche, principalement sur la question de l'évaluation des risques climatiques, des méthodologies, des scénarios. Donc ce sont des travaux intéressants, mais comme ça a été souligné dans la première table ronde, la question de l'incommensurabilité des risques climatiques est quand même au cœur du problème, et notamment de l'incertitude radicale. Il y a aussi de premiers travaux sur le verdissement des politiques monétaires. Ça veut dire sur la mobilisation des outils de politique monétaire pour essayer de favoriser les financements verts ou les financements de projets décarbonés qui contribuent à la décarbonation du système économique et pour pénaliser des projets plutôt carbonés. Et donc, parmi ces outils, il y en a un qui est revenu à la mode, si j'ose dire, c'est l'outil des taux d'intérêt, puisque la période des taux zéro n'était pas tellement favorable à la mobilisation de cet outil. Mais là, depuis 2 ans, avec la remontée des taux, eh bien, cet outil redevient intéressant. Et donc, on va parler maintenant de politique monétaire verte, et notamment de cet outil-là, la mobilisation du taux d'intérêt vert. Pour cela, donc, je suis très heureuse de vous présenter nos 3 intervenants. Donc, je vais commencer par Karen de Gouve, qui est donc directrice finance durable de la Fédération bancaire française. Stanislas Jourdan, lui, est chercheur associé au Sustainable Finance Lab, qui est un think tank néerlandais. Il a beaucoup travaillé par le passé sur les questions de politique monétaire, verdissement de la politique monétaire, et notamment il est à l'origine de cette proposition avec d'autres experts sur la question des taux d'intérêt verts. Et enfin, Alexandre Gauthier, directeur général adjoint opération et stabilité financière. Je consulte à la Banque de France, parce que les titres sont parfois un peu complexes. Et aussi, vous êtes membre d'une task force de l'Eurosystème sur le verdissement des politiques monétaires. Donc à ce titre, vous avez plein de trucs intéressants à nous raconter. Et donc je vous passe tout de suite la parole pour que vous puissiez nous dire un petit peu ce qui se passe au sein des banques centrales de l'Eurosystème aujourd'hui en matière de verdissement de la politique monétaire. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup de l'invitation. Alors sur la question des banques centrales, vous avez dit beaucoup de choses, Marion, tout parfaitement juste. Je pense que ce qui est vraiment important, alors c'est peut-être quelque chose, une évidence, mais on veut vraiment l'affirmer, que la question du changement climatique et de plus en plus de la question de l'environnement naturel, donc en incluant la biodiversité, c'est vraiment au cœur de notre mandat. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on ferait en plus pour telle et telle raison. C'est au cœur de notre mandat. En fait, il y a déjà une première raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a un lien évident et incontestable et incontesté
entre la macroéconomie et entre le changement climatique et la macroéconomie. Et c'est la même chose avec la biodiversité. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où c'est un lien sur la macroéconomie, notre mandat étant de maintenir l'inflation à un niveau proche de 2%, on est obligé de s'y intéresser. Donc rien que sur cet aspect-là, c'est pour ça qu'on regarde ça. Alors on a l'occasion d'en reparler sur la question des taux verts, c'est que l'impact, il n'est pas évident à mesurer, mais c'est pas parce qu'il n'est pas évident à mesurer qu'il ne faut pas le regarder et qu'il faut le laisser de côté. Donc ça, c'est un premier point. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur ces sujets-là, qui ne sont pas complètement conclusifs, mais on y reviendra. Ensuite, il y a un gros sujet de stabilité financière. C'est-à-dire que, alors c'est aussi ce qu'on peut appeler peut-être un mandat secondaire, mais qui est très important, c'est qu'on s'évertue, et de façon internationale avec nos partenaires, on a beaucoup d'échanges, de faire en sorte que le système financier, au sens étroit, au sens large, soit suffisamment stable pour ne pas faire naître des poches de risque qui, si elles éclatent, entraînent une déstabilisation. Incontestablement, le fait qu'il y ait des actifs qui soient bruns, ça pose des problématiques de décote potentielle. Le fait qu'il y ait des zones qui soient difficiles à assurer, ça pose des problématiques de risque pour ceux qui doivent les assurer, ou alors d'exposition à des risques. Donc ceci pour dire que l'aspect stabilité financière, de regarder comment se comporte le système financier, c'est quelque chose qu'on considère aussi au cœur de notre mandat. Donc il y a l'aspect qui est purement prudentiel, qui a été évoqué à la table ronde, qui consiste à regarder en stressant un peu l'activité des banques ou leur actif, de dire qu'est-ce qui se passe, et puis d'essayer aussi de regarder comment l'environnement lui-même peut avoir un impact sur les acteurs. Et on regarde aussi, nous, des éléments de stabilité financière sur des dynamiques qui sont peut-être pas sous une supervision directe, donc tout ce qui est la partie non bancaire. Et puis vous l'avez évoqué, il y a ce que fait le NJFS, qui permet d'avoir un échange entre différentes banques centrales et superviseurs, sur dire comment est-ce qu'on fait, partager les bonnes pratiques, enfin bon, tout ce que peut faire un réseau. Mais ça, c'est une activité qui est extrêmement forte. Donc il y a l'aspect qui est sur la macro, il y a l'aspect qui est stabilité financière, il y a aussi tout ce qui concerne la politique monétaire dont on va parler. Et là, il y a à la fois des considérations de risque, mais comme ça a été évoqué à la table ronde précédente, on a un horizon de risque en politique monétaire qui n'est pas le même. La plupart des opérations, elles se font à la semaine, alors même si elles sont renouvelées, mais c'est pas le motif qu'on a, c'est que si on veut garder un système financier qui est solide financièrement, il faut qu'on s'attelle à orienter les flux vers des financements qui soient moins bruns, qui soient davantage verts. Donc il y a ce souci-là, et d'une façon générale, l'action de la Banque centrale, et c'est le cas en matière d'inflation, quand on modifie les taux d'intérêt, on veut modifier le comportement des banques pour que ça modifie le comportement des agents économiques. Là, c'est la même approche, c'est-à-dire qu'en modifiant, en prenant des décisions qui modifient le comportement des banques, en ayant une attitude par rapport aux actifs, on influe aussi sur l'ensemble de l'économie. Donc sur la politique monétaire, mais je pense qu'on le développera un petit peu plus, il y a des travaux qui sont faits. Il y a eu peut-être déjà évoqué ce qui a déjà été fait, puis on pourra dire un mot peut-être par la suite sur les travaux sur lesquels on bosse, parce que ça bouclera avec le taux vert. Ce qui a déjà été fait, il y a à la fois un travail qui est lié à l'action et puis un travail sur le reporting. Le travail sur l'action, c'est que par exemple, quand on a mis en place le programme d'achat de titres corporate, de titres émis par des entreprises, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé qu'il y aurait ce qu'on a appelé, nous, dans le jargon, un tilting, qui était de dire, entre deux actifs, si on a un qui est vert, on va davantage en acheter. Donc ça, ce qui était une façon d'orienter. Et ça a été fait sur les corporates, parce que c'était, entre guillemets, ce qui est le plus facile. Parce que les corporates, c'est comme les mêmes émetteurs que des equities, donc il y a beaucoup de data, et on peut faire énormément de choses de façon aisée. La question des souverains est une question qui est difficile, on pourra peut-être y revenir. Et sur les covered bonds, il y a de plus en plus de choses qui arrivent, donc ça aurait été... aujourd'hui, ce serait plus facile que ça a été. Et puis aussi la question des ABS et des créances privées, sur lesquelles aussi je reviendrai, parce qu'on a lancé un gros travail sur les créances privées. Mais ça a déjà été fait. Le tilting. Maintenant, le corporate bond, vous savez, ces achats d'actifs, ça s'est arrêté. Donc si on fait rien, le portefeuille, il est en
en décrue lente parce qu'il y a des remboursements. Donc il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on pourrait faire d'autre. Et puis il y a un gros effort de transparence qui a été fait. Donc c'était de faire des publications sur tous nos portefeuilles. Alors évidemment, j'ai entendu ça dans la table ronde précédente, il y a la question qu'une banque centrale, si elle veut garder une vraie liberté d'action, il faut qu'il y ait à certains moments une asymétrie d'information. L'exemple type, c'est que s'il y a un établissement qui est en difficulté, la meilleure façon de le sauver, c'est que personne ne sache qu'il est en difficulté, ou qu'on fasse attention à cette information-là. Donc, mais ça ne doit pas servir de motif à ne pas faire de disclosure. On en a fait beaucoup. On a commencé par les portefeuilles qui étaient les moins monétaires, qui étaient nos portefeuilles nationaux. Et puis après, on a fait les portefeuilles qui étaient les réserves de change. Et désormais, on a inclus tous les portefeuilles de politique monétaire. Donc, on fait des disclosures sur l'empreinte carbone de tous nos portefeuilles, sur toute la zone euro, sur les 20 pays de la zone euro et la BCE. Et c'est imposé aux nouveaux entrants. Et la seule chose qui manque, c'est les ABS. Si vous prenez votre micro, c'est peut-être un peu long. Je termine juste sur un point. D'accord. Et la dernière chose, et après, je vais passer la parole à mes voisins et voisines. Parce que c'est un dernier aspect, c'est qu'il y a donc la macro, le prudentiel, la politique monétaire. Et dernier élément, et ça c'est quelque chose où on est très attaché, c'est de dire que ça peut être un peu facile d'être prescripteur, mais il faut aussi qu'on soit acteur. Et en tant qu'investisseur, on a mis en place une politique d'investissement socialement responsable depuis 2018, et ça a été largement sous l'impulsion de Michel Cardona qui est là, et on a aussi pris le relais. Et c'est vrai qu'on a obtenu des beaux résultats. Donc on dit ça sans modestie, mais on a été classé par un collectif d'ONG comme étant la banque centrale la plus active en matière climatique parmi le G20, et notamment parce que ce qui nous a différenciés, c'est l'action sur nos portefeuilles qui sont 100% en responsabilité, que sont nos fonds propres et la caisse de retraite. Et ceci pour dire qu'on peut revenir, on a des politiques d'exclusion qui étaient très affirmées déjà il y a 4 ans sur le charbon. Maintenant, on le fait sur toutes les entreprises qui développent des nouveaux projets en énergie fossile. Et puis, on a pu aligner aussi sur des trajectoires 1,5 degré nos portefeuilles. Et désormais, on a fait entrer des critères de biodiversité. Ceci pour montrer qu'on peut aussi agir très concrètement et faire des choses. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Alexandre. Bon, c'est assez encourageant, j'ai envie de dire. Et Stanislas, donc toi, tu vas nous parler d'une proposition complémentaire qui est celle des taux verts ou des green LTRO. Donc, je te laisse la parole pour nous en parler, pour nous raconter ça un peu en détail. Merci Marion, merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation de cette conférence. Donc, tout d'abord, pour préciser un tout petit peu d'où je parle, effectivement, comme tu l'as fait allusion Marion, donc depuis 2015, moi, j'ai travaillé pour une organisation qui s'appelle Positive Money. Donc, j'étais le directeur Positive Money Europe à Bruxelles. Et donc, jusqu'à l'année dernière, je travaillais pour ça. Et donc, en 2015, quand j'ai démarré ce travail, je me souviens d'avoir vu devant moi l'étendue du désert que constituaient les réflexions climatiques dans le domaine des banques centrales. Et donc, effectivement, depuis, un grand parcours a été mené. Et la Banque de France, effectivement, fait partie des acteurs clés et pionniers de ce domaine. Et il faut le saluer. Et il faut aussi saluer, je pense, tous les collaborateurs des banques centrales. Je pense qu'il y a une nouvelle génération en réalité de banquiers centraux qui est en train de grandir, et il y a un certain changement aussi, je dirais, culturel qui est en place, et ça, c'est très positif. Maintenant, effectivement, je pense que l'enjeu, c'est quand la BCE a commencé à travailler sur le climat, et notamment sous l'impulsion de Christine Lagarde en 2020, bon, le narratif principal, c'était finalement celui de la table ronde 1, c'était le risque, une approche, on va dire, protectrice en termes de risque. Et donc, je pense que l'enjeu aujourd'hui, compte tenu du retard qu'on prend tous les jours par rapport au changement climatique, c'est d'aller vers une approche plus proactive. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que vient l'idée du taux vert. Maintenant, avant de parler du taux vert, je vais vous faire un peu deux, trois détours pour peut-être aussi positionner un peu mieux la proposition par rapport au champ politico, géopolitico, politique. Première chose, et revenir vraiment aux bases de la transition. On parle de, donc, vous avez vu le rapport de Mario Draghi, je pense qu'effectivement il y a un consensus sur les montants, 800 milliards à peu près jusqu'en 2030 minimum, donc 100, 200 milliards par an au niveau européen. On parle de quoi ? On parle d'investissement, de la transition énergétique, de renouvelables. Il y a quand même une caractéristique de ces investissements, c'est qu'ils sont énormément intensifs en capital. C'est-à-dire que le montant d'investissement, il est vraiment à apporter dès le début. Et ensuite, je veux dire, une fois qu'on a construit une éolienne, le vent il souffle gratuitement, le soleil il brille gratuitement pour le solaire, etc. Mais l'installation, la construction initiale est extrêmement chère.
Pareil pour l'électrification, le grid, etc. Ça veut dire on parle d'entreprises dont le business model, c'est à très court terme d'investir dans de nouveaux projets et donc de faire du cash flow négatif peut-être pendant 10-15 ans. C'est ça le business model d'un certain nombre de renouvelables. Donc forcément, le coût du capital, le taux d'intérêt qu'il va payer est extrêmement déterminant pour ces entreprises. Et donc d'ailleurs, nous, avec Alain Grandjean et d'autres, on avait fait coordonner une petite tribune là, dans Le Monde il y a quelques mois pour alerter le fait que la remontée des taux récemment de la BCE, quand la BCE monte les taux de 3-4%, ça veut dire 15-20 euros de plus au prix du mégawattheure sur le marché de gros de l'électricité. Donc c'est absolument pas trivial en termes d'impact. Et donc ça a aussi un impact, j'y reviendrai plus tard, mais un peu contre-intuitif. C'est-à-dire qu'en montant les taux, la BCE elle est censée ralentir l'inflation, mais en fait sur certains secteurs, notamment les énergies, potentiellement ça va avoir l'effet inverse. J'y reviendrai. Donc je reviens sur les renouvelables qui par rapport aux fossiles, là par contre, quand on a une usine à gaz, typiquement il n'y a plus qu'à payer le gaz entre guillemets. Donc bien sûr là il y a une volatilité, mais le coût, l'amortissement de base, il est déjà fait, etc. Donc vraiment, ça veut dire que le changement des taux d'intérêt n'a pas le même impact selon le secteur dont on parle. Deuxième point, et un point qu'on ne parle pas beaucoup en termes de coûts de transition, même si c'est en filigrane, je pense qu'il y a des coûts de transaction en fait, énormes dans tous les intermédiaires de la finance durable. Les banques, mais aussi les ménages, les entreprises, l'application de la CSRD, les dirigeants d'entreprise s'en plaignent, ça peut représenter plusieurs millions d'euros parfois pour certaines entreprises, la collecte des données ESG, etc. Je pense qu'on n'en parle pas, mais il y a un coût de transaction généralisé qui est un peu partagé là, entre tous les acteurs sûrement dans cette pièce, et qui rajoute de la friction en fait, dans la capacité des banques notamment à apporter les bons produits ou à obtenir des clients les bonnes informations pour pouvoir faire les bons produits, etc. Donc ça aussi, c'est un coût qu'il faut avoir en tête. Et donc, par rapport à ces deux problématiques, l'intensité du capital qu'il faut investir à court terme pour des gains qui sont à très long terme, parce qu'en fait, finalement, ce qu'on voit, c'est que le solaire, le renouvelable, ça peut réduire énormément le coût de l'énergie à terme, mais seulement à terme. Donc c'est vraiment, il y a un effet de seuil, c'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent qu'en d'ici 2030, c'est toujours le prix du gaz qui va continuer à déterminer sur les marchés de gros le prix de l'électricité. Donc il y a vraiment un effet d'échelle, il y a une étude du FMI qui montre que il trouve une corrélation entre le taux de renouvelable et moins d'inflation par l'énergie, du coup, seulement sur les pays européens où le taux, la part de l'énergie qui est produite par les renouvelables est au-dessus de 85%. Je ne sais pas si la Banque de France a d'autres travaux de ce type-là, mais en tout cas, il y a vraiment un effet de seuil sur la capacité des renouvelables à déterminer le prix de l'électricité vers le bas. Et donc, voilà, ça montre bien qu'on a un bénéfice à long terme indéniable de le faire, mais à court terme, on n'en voit pas les bénéfices. Financièrement. Donc pour tout ça, il y a une espèce de correctif qu'il faut mettre en place dans le système. C'est-à-dire que le secteur financier n'aime pas ce type d'investissement où il faut remettre au pot tous les 2 ans pour financer des usines thermiques, etc., renouvelables. Et donc ce correctif j'y viens. Ce correctif, il était censé venir par le marché. Vous vous souvenez, le HLEG, le High Level European Group, sous Juncker déjà, on avait lancé cette commission. Donc, on a fait toute la transparence, etc. Le but, c'était que les marchés s'emparent eux-mêmes du risque climatique, comprennent qu'il y a des problèmes et qu'ils changent leur dynamique. Donc ça n'a pas marché. Il y a un papier Enfin, en tout cas, on n'y est pas encore. Peut-être que ça marchera dans 10 ans, peut-être. Mais pour preuve, il y a un working paper de la BCE publié il y a quelques semaines qui montre qu'aujourd'hui, le différentiel entre le vert et le brun, il est situé entre 5 et 25 points de base. Voilà, tout ça pour ça. Donc, le correctif, il faut qu'il vienne d'ailleurs. Nous, on propose donc cette idée d'un taux vert, qui serait tout simplement de dire qu'en complément de tous les outils que la BCE a déjà aujourd'hui, la BCE aurait également un taux d'intérêt vert qui serait inférieur, plus bas. Alors combien mais d'ailleurs, dans le rapport Draghi d'hier, page 283, il est indiqué, il y a les références à un modèle de la Commission européenne qui estime que si on voulait que la transition soit complètement financée par le privé et qu'on soit effectivement dans les ordres de grandeur dont parlait Benoît tout à l'heure, 2 à 4, eux ils parlent de 4% du PIB au niveau européen. Donc, il faudrait que le différentiel en fait soit de 250 points de base. Voilà.
Donc par rapport à ça, les 5 à 25 points de base que je viens de parler selon la BCE, on n'y est vraiment pas. Donc il y a besoin de ce différentiel pour que les capitaux privés s'enclenchent. L'idée, donc le taux vert de la BCE, ce serait l'idée de reprendre finalement ce qu'avait fait la BCE avec les TLTRO, les Targeted Long-Term Refinancing Operations, qui étaient des prêts. Alors effectivement, comme vous le disiez, donc d'habitude la BCE prête à une semaine. Donc là, la BCE, il y a quelques années, elle avait prêté aux banques sur 4 ans, avec des taux inférieurs même au taux de dépôt de la BCE. C'est-à-dire, en gros, les banques faisaient de l'argent si elles remplissaient quelques conditions. Donc là, l'idée, c'est que si les banques font des prêts verts qu'il faut définir, on peut utiliser la taxonomie, il y a d'autres modèles, je pense qu'on en parlera dans un deuxième round. Mais donc, si on a le temps. Si on y arrive, mais il faut bien que j'explique la proposition, sinon on ne peut pas avancer dans le débat. Donc il y a 2 modalités possibles qui sont cumulables. C'est-à-dire qu'une banque qui fait tant de prêts renouvelables, par exemple 10 milliards, elle peut se refinancer 10 milliards via ce dispositif à un taux d'intérêt inférieur au taux normal de la BCE. Et puis on peut ajouter une deuxième carotte, j'ai envie de dire, qui serait que, en plus de ça, si la banque remplit un certain objectif en termes de volume de crédit ou d'amélioration du Green Asset Ratio, ce genre de choses, et bien là, il y aurait un petit supplément sur la réduction du taux d'intérêt appliqué. Donc voilà, on pourrait jouer sur ces 2 mécanismes pour vraiment inciter le secteur bancaire à viser avoir une trajectoire, une réflexion en termes de volume, et pas seulement de juste dire si on fait 10 milliards, on aura un peu moins de taux d'intérêt, mais donc voilà, qu'il y ait aussi cette incitation. Voilà en gros la proposition, et j'ai plein d'autres choses à dire, mais on en reparlera. On va en reparler. Merci beaucoup Stanislas. Alors Karen, est-ce que vous voulez réagir à cette proposition ? Oui, alors effectivement, une petite réaction du secteur bancaire, puisque moi, contrairement à Eric, je suis habilitée à représenter l'ensemble du secteur. Et je ne parlerai pas de prudentiel, même si j'ai un avis assez tranché sur le coussin systémique. On pourra en parler séparément avec Pierre. Alors, sur le taux vert, c'est vrai que la proposition, au premier abord, elle est hyper séduisante. Ça permettrait aux banques de financer à moindre coût. On a vu l'ampleur des montants d'investissement qui sont nécessaires. Effectivement, 2 points de PIB, entre 3 et 4 points de PIB pour certains États membres. Avec un double effet aujourd'hui de la hausse des taux d'intérêt sur les financements, et j'ai envie de dire un double effet qui se coule, parce que sur tout ce qui est lié, et Stanislas en a parlé, sur tout ce qui est lié à la transition, que ce soit, alors tu as mentionné que les énergies renouvelables, mais c'est vrai pour tout le reste, c'est vrai pour les batteries, c'est vrai pour la rénovation énergétique du parc immobilier, qui est hyper intensif en capital. Tous les investissements en fait nécessaires à la transition et à l'adaptation au changement climatique. On oublie souvent le volet adaptation qui rajoute des points de PIB, au moins 1 point de PIB supplémentaire sur les besoins d'investissement pour faire face à l'ensemble des aléas climatiques. Et donc cette intensité en capital de tous ces investissements nécessaires font que jouer sur les taux, à premier abord, ce serait quelque chose de bénéfique. Et j'ai envie de dire, c'est complètement... ça semble être complètement aligné avec le mandat de la BCE sur la stabilité financière, parce que si on contribue à financer la transition, on diminue probablement les risques liés aux actifs, le risque d'avoir des actifs échoués dans les portefeuilles bancaires. Donc oui, c'est séduisant. Malgré tout, et je dois vous avouer que nous, on a consulté l'ensemble de nos membres, donc Banque Française, sur ce sujet, il y a de grosses réticences et de grosses inquiétudes sur l'application de ce taux vert. Alors, il y a plusieurs raisons. La principale étant, et je vais être complètement transparente sur le sujet, le risque que si la BCE applique un taux bonifié sur les actifs verts, elle applique aussi un taux malucé, je ne sais pas si ce terme existe en français, un taux pénalisant sur les actifs, sur les autres actifs, et notamment sur les actifs bruns. Alors, il n'y a pas de taxonomie brune, mais on voit bien que le brun, c'est finalement... la tentation peut être tout ce qui n'est pas vert. Si on enlève le neutre, pour reprendre les couleurs que mentionnait Orit sur le projet de Natixis. Mais
Alors, c'est ça le risque principal et c'est ça la réticence principale des banques, c'est si on a un taux vert bonifié, on aura forcément un taux qui ne sera pas bonifié, voire malucé sur les actifs bruns. Et aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, les portefeuilles bancaires sont très largement bruns, très très largement. Alors, il y a des plans de transition, on est en train de transformer un certain nombre de choses progressivement, il y a l'inertie des portefeuilles, mais il y a surtout le sous-jacent de l'économie européenne. L'économie européenne, aujourd'hui, elle est brune. La grosse majorité des portefeuilles bancaires en France, c'est du crédit habitat. Aujourd'hui, on finance le parc immobilier français. Et le parc immobilier français, il n'est pas vert. Donc, il y a un risque, et c'est ça, et peut-être que Stanislas voudra réagir là-dessus, mais c'est le risque principal qui voient aujourd'hui les banquiers. Il y a une deuxième raison qui est finalement liée à comment on définit, quels sont les critères qu'on utilise, comment on définit le vert. Alors oui, on a la taxonomie européenne, et donc ça a amélioré quand même les choses, mais aujourd'hui, alors on en reparlera peut-être dans un deuxième round si on y arrive, mais aujourd'hui, la taxonomie, regardez le Gard des banques. Sur les banques françaises, on est entre 0,13% et 5,5% pour la Banque Postale notamment, et la moyenne est en dessous de 2%. C'est ça le Gard. Donc aujourd'hui, si on se limite aux actifs verts selon la taxonomie, ça va pas avoir un effet massif. On aura quand même une quantité d'actifs qui seront assez limitées. Et puis peut-être le dernier point, et les dernières remarques, une remarque qui est venue des banquiers, c'est finalement ça n'aura pas tellement d'effet. Quelques points de base. Alors, si tu me dis que c'est 250 points de base, peut-être qu'on peut rediscuter. Je ne sais pas si vous avez parlé de cette option avec la BCE. C'est-à-dire 250 points de base de moins. Hein, c'est ça, la bonification. Voilà. Mais si c'est quelques points de base, ça ne changera pas la donne. Parce que finalement, et on en reparlera peut-être, le problème principal, ce n'est pas un problème de financement. Moi, j'ai été un peu hérissée, désolé Michel, quand tu as fait ton propos introductif pour dire qu'il y avait un problème de financement. Il n'y a pas de problème de financement, il y a un problème de transition, il y a un problème de projet de la transition. Tout projet de transition, alors je vais mettre un peu un disclaimer, sous réserve d'être rentable, sous réserve de ne pas être trop risqué, trouve son financement. Mais il n'y a pas de problème de financement. Aujourd'hui, je vous défie de trouver le moindre projet d'énergie renouvelable qui ne trouve pas, s'il n'est pas trop risqué, qui ne trouve pas de financement derrière. Donc, la troisième raison, c'est que les banques considèrent que quelques points de base, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Ça ne va pas régler tous les autres freins qu'on rencontre à la transition aujourd'hui, qui sont très différentes du système financier, qui vont bien au-delà. On parle de formation, notamment quand on parle de rénovation énergétique de l'immobilier. Regardez la difficulté de trouver des bons artisans. Ça va passer par... non, mais c'est des choses aussi basiques que ça, hein, finalement. Ça va être... voilà, il y a plein de raisons, plein d'autres freins, et on en parlera peut-être, qui vont au-delà du financement, et on se dit que quelques points de base, c'est pas ça qui va changer la donne. Merci beaucoup, Karen. Donc, Alexandre, est-ce que vous voulez vous aussi réagir à cette idée, oui, et nous raconter un peu ce qui se passe en termes de réflexion prospective, cette fois au sein de l'Eurosystème? Oui, je vais aussi réagir, parce que ça va être à répondre à la question. Déjà, je voudrais dire que tout ce que fait Positive Money et les ONG en général nous aident et nous poussent. Et en toute transparence, si on est sorti du charbon aussi vite il y a quelques années, c'est parce qu'on a été poussé par une ONG. Donc, sur les aspects offensifs, on est très intéressé. Après, je suis un peu plus réservé sur les aspects défensifs. Mais on se connaît bien avec Karen. J'ai beaucoup de respect pour tout ce que tu fais à la FBF. Mais j'avoue que je ne suis pas tout à fait d'accord quand même avec la présentation. Déjà, sur le fait que 25 points de base, ce soit rien. Je veux dire, dans l'habitat... je pense que quelqu'un qui emprunte, d'avoir un crédit sur 20 ans, 25 points de base moins cher, ça peut le faire changer. Et si on lui dit, si le diagnostic énergétique il serait un cran meilleur, vous avez 25 points de base de mieux, je pense que c'est quand même quelque chose qui a une influence. Après, sur la question, je dis ça sans ironie, mais l'anxiété des banques sur le malus... j'ai un peu de mal à complètement le suivre parce que, je ne sais pas si en matière fiscale, l'État dit qu'il donne une demi-part en plus pour
des gens qui ont un enfant, ça ne sous-entend pas qu'on augmente les impôts de ceux qui n'en ont pas. Enfin, donc, il peut y avoir un bonus à définir, mais ça n'implique pas forcément qu'il y ait la mise en place d'un malus. Et je crois quand même que vu l'horizon d'investissement des banques, soit les projets, tu as évoqué l'immobilier ou même des entreprises, la question est évoquée que les actifs sont assez bruns. Justement, ça justifie d'autant plus de différencier et d'essayer de dire si le projet il est un petit peu plus vert, il y aura un taux. Donc, enfin, en tout cas, la vision qu'on a, c'est que le système bancaire, il a un rôle essentiel à jouer là-dedans et à différencier les taux parce que c'est vos actifs de demain. Donc ça, pour nous, c'est très important. Après, c'est toujours facile de dire ce que doivent faire les autres. Donc maintenant, nous, ce qu'on peut faire, et évidemment, on travaille sur ce sujet-là. C'est un sujet, comme on dit, qui n'est pas évident. On est quand même 20 pays dans la zone euro. Donc, en fait, je co-anime une task force sur le verdissement politique monétaire. Après, on n'a pas de consensus sur Green Ethereum, et je vais vous donner les termes du débat. Donc, moi, je suis à titre personnel, mais là, je ne reflète pas les positions de l'Eurosystème. Je suis très favorable à un Green LTRO. Maintenant, un Green LTRO, je trouve que ça ne passe pas forcément par un taux vert. En fait, pourquoi ? Parce que ce que je trouve vraiment important, c'est de dire quel est le rôle de chacun. Donc, j'ai un peu insisté sur le rôle que pourraient avoir les banques dans le financement. Le fait d'avoir des financements bonifiés, je pense que ça peut être le rôle de banques de développement, comme elles le font déjà, ou le rôle de l'État. Mais est-ce que notre rôle de banque centrale, c'est moins évident, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on a ces discussions-là sur le fait d'avoir un taux vert. Et quand on parle avec des économistes nous disent, bon, ok, j'entends ton point, mais le mandat primaire que tu as, c'est de lutter contre l'inflation. Et donc, il y a un moment, on va considérer que le taux, donc il y a des rumeurs comme quoi ils vont baisser jeudi. On a fixé un certain taux qu'on considère que c'est le plus approprié pour l'économie. Et si c'est ce niveau-là qui est le plus approprié pour l'économie, c'est pas 25 points de base plus haut, 25 points de base plus bas. Donc, il y a ce premier point qui est de dire, si je considère que pour l'économie, il faut 3,75 ou 3,50 demain, je considère que c'est 3,50 et c'est ni 3,25 ni 3%. Et mon mandat primaire reste la lutte contre l'inflation. Ensuite, les débats qu'on a avec les économistes, et il y a eu un colloque qui était organisé là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Il y a des économistes qui considèrent que la transition est inflationniste. Et à ce moment-là, c'est assez tentant. Et moi, j'aurais tendance, là encore, à titre personnel, d'être un peu de cette école et de dire, de justifier sur un pur plan économique et de dire, si c'est inflationniste, il faut peut-être que je trouve un moyen de compenser le coût que ça représente pour vous si vous devez financer ça par rapport à... Mais il y a d'autres économistes qui disent que la transition, elle va amputer de la croissance. Et si elle ampute de la croissance, ça va être déflationniste. Et ce que je veux dire, c'est qu'à part quoi qu'on puisse en penser, il y a des gens dont c'est le job de travailler là-dessus, et on n'a pas de consensus. Et évidemment, c'est un frein énorme à l'idée d'avoir un taux qui soit différencié, parce que justement, ça se heurte à notre mandat primaire. Après, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire ? Absolument pas. Donc nous, on a des idées, et là encore, on est quelques-uns à pousser, j'essaie de le pousser dans la task force, ce qui ne veut pas dire que ça aboutira, mais en tout cas, ce qu'on essaie de pousser, c'est de se dire qu'on peut travailler sur un Green LTRO d'une autre façon. On peut par exemple, et vous l'avez évoqué, Stanislas, par exemple, on peut dire, il y a des financements de très long terme, par exemple 4 ans, comme on l'a déjà fait, et ça, c'est réservé à des gens qui ont financé la transition. Ceux qui ne financent pas la transition, ils ne peuvent pas y accéder. Ou alors, on peut dire, si on fait une opération de refinancement, mais si vous venez la chercher, et vous devrez apporter du collatéral vert uniquement. Donc ça, c'est aussi une façon. Moi, j'ai plus de sympathie pour la première option. Ou alors, et c'est quelque chose qui viendra très probablement pour la CSRD, avec l'application CSRD, c'est de dire, on fait une opération de refinancement longue, mais qui est réservée à des établissements qui ont un plan de transition qui est reconnu. Donc c'est là aussi, on va peut-être faire des passerelles avec
avec le superviseur. Donc ceci pour dire qu'il y a des options qui sont sur la table qui peuvent permettre d'envisager un financement qui est dédié à la transition en contournant le problème qu'on a actuellement, qu'on résolvera peut-être, mais qui est celui de l'impact, de mesurer l'impact de la transition sur l'inflation. Et après, je vais passer le micro sur le sujet qu'on peut avoir, mais là, je trouve que c'est des sujets techniques qui peuvent se régler. C'est évidemment de se dire c'est quoi un financement vert. Bon. Je trouve que c'est un problème qui est vraiment secondaire. Alors, c'est pas parce qu'il est secondaire qu'il n'est pas important, mais je pense que ça ne doit pas faire obstacle. Évidemment, et ça avait été des suggestions, je crois d'ailleurs, de Positive Money, d'utiliser la taxonomie. C'est une idée qui est séduisante. En pratique, c'est un tout petit peu compliqué parce que les codes NAS, enfin les codes d'identification sectorielle, en fait, ils s'accommodent assez mal de la taxonomie. Donc, bon, il faudrait une espèce de table de correspondance. Bon, pourquoi pas. Après, ceci dit, on a fait des simulations sur utiliser des data providers qui donnent des éléments sectoriels. Et donc, on peut très bien faire quelque chose d'extrêmement simple avec des data sectorielles et de dire que quand on dispose d'informations plus fines sur l'entreprise, avec soit, d'où que ça provienne, à ce moment-là, ça se substitue à l'approche sectorielle qui peut être un peu pénalisante puisqu'elle met toutes les entreprises sur le même plan. Je veux dire, c'est qu'il y a ce sujet-là, mais ça se résout. Et puis après, il y a la question de comment faire pour le surveiller. Après, on a eu l'exemple, et ça a été évoqué, qu'on donnait des taux bonifiés si les banques accordaient des crédits additionnels pour relancer l'économie. Et c'était sous couverture des commissions aux comptes. Et on peut très bien imaginer des dispositifs. Ce que je veux dire, c'est que la mise en œuvre, elle n'est pas sur un claquement de doigts, elle n'est pas immédiate. Mais en tout cas, quand on réfléchit sur comment ça pourrait être mis en œuvre, c'est pas là l'obstacle. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaie de porter selon les modalités que j'évoquais. Merci beaucoup. Michel, on a jusqu'à quelle heure? Parce que comme on a commencé un peu en retard. L'échange avec la salle devait commencer à 11h25. Ok, donc il nous reste 10 petites minutes, vu qu'on a commencé un peu en retard. Donc, On travaille sur les crédits verts. Moi, après, je m'ôtais, parce que j'avais gardé ça dans une carte dans ma manche pour tout à l'heure. On travaille beaucoup sur la notation verte des crédits. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui va aussi avoir un rôle important pour les banques, puisqu'on va faire entrer on note le crédit des garanties qui nous sont remis, des crédits, et là, on fait rentrer un critère vert. Donc ça, c'est acté. C'est un axe stratégique, et nous, on est en train de pousser ça au sein de l'eurosystème pour que ce soit adopté dans l'ensemble de la zone euro. Et pour ça, même si ce n'est pas encore adopté, en utilisant notre notation interne, notre indicateur climat. Mais ça, je trouve que c'est une voie très prometteuse, et je pense que ce sera adopté, mais là encore, attendons voir. Je me tais maintenant. merci. Bon, alors, Karen, Stanislas, je vous propose de réagir à tout ce qui vient de t'être dit. Peut-être Karen en premier et Stanislas pour terminer. Ou tu veux, bon. Ouais, alors, mais par contre, 5 minutes. 5 minutes chacun. Et on répartit correctement entre les deux. Hein, Stanislas? Karen, vous voulez commencer ou Stanislas qui veut? Non, mais Stanislas veut absolument y aller. Vas-y. Allez, il y a déjà 2 tours. Vas-y, Stanislas. Vas-y, il en peut plus. Promis, j'aurais craché. 5 minutes. Attention, je te coupe. Non, mais déjà, première chose, ça fait plaisir de discuter avec un banquier central qui, pour une fois, a plus d'imagination que moi sur les modalités. En tout cas, j'ai certains éléments que je n'avais pas pensé. Mais d'abord dire, on a un rapport en fait, qui va être publié, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qui est publié dans 10-15 jours, qui va aussi aller dans les détails de la mise en œuvre pratique et évoquer plein d'options qui ne sont pas forcément pertinentes, mais qu'on veut mettre en débat. Donc voilà, ça va effectivement, le paramétrage aussi de politique va au-delà simplement du taux différencié. Maintenant, c'est vrai que nous, c'est quand même l'aspect central pour la problématique que j'ai posée tout à l'heure. Et donc là-dessus, je serais quand même curieux de comprendre pourquoi pas, vraiment, parce que finalement, qu'est-ce qui vous bloque dans le sens où, ok, votre politique monétaire, elle doit fonctionner pour l'ensemble de l'économie. Maintenant, on a bien dit depuis le début, la transition énergétique, c'est 2%, 2 points de PIB par an. Donc si on avait vraiment un calibrage de cette politique ciblée sur ces 2% de l'économie qu'il faut accélérer pendant qu'on freine l'autre si besoin, il me semble que dans les ordres de magnitude, la BCE devrait s'en sortir sur son objectif d'inflation. Surtout, et ça c'est vraiment en fait le débat fondamental, je suis d'accord, il n'est pas encore
il n'y a pas encore de conclusion finale sur l'effet de la transition sur la transition. Mais il me semble quand même qu'on a un faisceau d'indices qui convergent sur le fait que sur la question pure et simple de la transition, de la production énergique, il me semble que là, on commence à avoir quand même, avec les progrès du solaire, etc., on commence quand même à avoir un faisceau d'indices qui montrerait que si on arrive à faire cette transition avec l'électrification, l'interconnexion au niveau européen, ça va forcément faire baisser le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, on l'a bien vu là depuis 2 ans avec après la guerre en Ukraine, c'est quand même ça qui nous a... voilà, on a parlé de fossilflation, c'est quand même par l'énergie que cette crise inflationniste a démarré, et c'est par l'énergie qu'elle va se terminer selon moi. Donc, juste sur ce secteur-là, après on peut parler de greenflation sur l'ensemble de l'adaptation. Alors, il faudrait en parler aussi, mais je veux dire, il me semble que sur cette niche vraiment de la production énergétique, je crois qu'on peut quand même être relativement certain qu'à moyen terme, et ça dépend aussi de la tarification du système de pricing européen, etc., mais à terme, on aurait une électricité moins chère qu'aujourd'hui. Voilà. Après, on peut en discuter, mais et du coup, si on est sur cette hypothèse-là, je ne vois pas du tout quel est le trade-off, quel est l'arbitrage pour la BCE de ne pas faire un différentiel de taux, puisque c'est gagnant en termes de stabilité des prix. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une coïncidence divine entre les intérêts de la politique monétaire et les intérêts de l'Europe et du climat, au moins là-dessus. Alors du coup, ça enchaîne un peu sur la question de Karen, sur, OK, comment, un peu plus dans le détail, comment on définit, quel est le scope, quel est le périmètre d'application de cette mesure. Effectivement, nous, on a beaucoup... on s'est centré sur la taxonomie, tout en disant qu'il y a aussi d'autres modèles, des modèles tout simples, ce qu'a fait To the Greens Invest Initiative sur la méthode PACTA d'alignement d'un portefeuille, ce genre de choses, c'est aussi tout à fait applicable. Maintenant, la taxonomie, c'est ce qui existe aujourd'hui légalement, c'est ce qui était approuvé au niveau politique, avec quelques difficultés, mais politiquement, démocratiquement, parce qu'effectivement, ce n'est pas à la Banque centrale de définir ce qui est vert ou pas. Donc, on a un référentiel commun en Europe. Toutes les banques sont en train de l'appliquer, avec la CSRD derrière. Donc, il me semble qu'on a quand même là quelque chose qui est déjà fait. Alors, bien sûr, il faudrait pouvoir préserver... En fait, la question, c'est, si on inclut toute la taxonomie, est-ce que c'est vraiment pertinent pour ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire la stabilité des prix? Est-ce que tous les investissements taxonomie alignés sont aussi pertinents dans une optique de stabilisation à terme des prix et de la greenflation, entre guillemets? Et donc là, ce n'est pas forcément le cas. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir, dans le cas d'une politique de taux vert, il faut que la BCE puisse être un peu sélective dans ce qu'elle prend dans la taxonomie ou pas. Il y a la question de l'immobilier, par exemple. Et là, je fais juste un petit topo rapidos. L'immobilier, le but, c'est de rénover et de faire l'isolation, etc. Qu'un bâtiment soit déjà, qu'il y ait déjà un DPE A ou B sur un bâtiment, c'est cool, le bâtiment il est déjà A ou B, mais bon, en fait, on ne va pas mettre un taux vert sur quelqu'un qui achète une maison qui est déjà isolée, en fait, ça n'a aucun intérêt. Donc là, par exemple, il faut être un peu subtil sur comment ce taux vert s'appliquerait, et donc, selon moi, il faudrait que ce taux vert s'applique vraiment, alors soit sur un prêt à la rénovation, les éco-PTZ en gros, et autres, soit sur la part d'une transaction immobilière classique. Par exemple, quelqu'un qui achète une maison qu'il faut rénover, il doit rallonger son prêt de 50 000 euros pour faire la rénovation. Les 50 000 euros de la rénovation, ok, ça c'est éligible au taux vert, mais pas le reste. Donc là, il y a des subtilités à travailler. Et le mot de la fin. Et ce sera pour le moment le mot de la fin. Merci. Karen? Effectivement, alors moi je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, et l'exemple est très bon là sur l'immobilier, entre le bâtiment qui est déjà vert, est-ce que c'est à celui-là de bénéficier d'un taux vert, ou est-ce que c'est l'action de transformation, donc de rénovation énergétique du bâtiment? La réponse elle est évidente, c'est la deuxième. C'est la transition qu'il faut accompagner d'une bonification des taux si on veut que ce soit efficace et si on veut aboutir à ce que l'on cible, c'est-à-dire moins 55% des émissions de gaz à effet de serre en Europe d'ici 2030 et la neutralité carbone en 2050. Donc, donc la question de comment on définit quels actifs seraient éligibles à cette bonification du taux, si tant est qu'on a passé tous les freins et les réticences pour dire c'est une bonne idée, moi je trouve qu'elle n'est pas du tout anecdotique. C'est le sujet principal une fois qu'on a acté le principe.
Alors, je passe sur les difficultés à mettre en œuvre dans les systèmes d'information des établissements bancaires. C'est une autre grande difficulté, mais qui, je pense, est surmontable à partir du moment où on a défini des règles claires. Aujourd'hui, c'est vrai que les banques se sont équipées pour mettre en œuvre le tagage de la taxonomie, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, dans les portefeuilles, on sait... plus ou moins précisément, et c'est du work in progress et ça s'améliore, quels sont les actifs et quelle est la part alignée avec la taxonomie. Et c'est l'avantage d'avoir eu ce règlement européen. Mais c'est probablement pas suffisant. Et quand j'entends ça peut être la taxonomie, mais finalement qu'un bout de la taxonomie, ça va être encore moins. Et donc là, tu as touché, je pense, au cœur du problème, qui est qu'aujourd'hui, la taxonomie, elle reste, malgré tout ce qu'on peut dire, hyper statique, qu'elle ne permet pas d'évaluer la transition et les actifs, les activités qui auraient besoin le plus, finalement, de cette bonification. Et qu'on parle d'activités de ménage avec la rénovation énergétique de l'habitat ou d'entreprise, c'est la transformation et c'est le fait de se transformer. Donc ça tétanise la Commission européenne quand on leur parle de taxonomie de transition, mais c'est ça la réalité. Il nous faut une taxonomie de transition. Et le jour où on aura ça, alors là c'est banco, parce qu'on touchera à ce qui a besoin de se transformer, et c'est vraiment la majorité de ce qui a besoin de se transformer pour atteindre la neutralité carbone dans les portefeuilles bancaires. Ce sera bien plus important que ce qui est déjà vert. Donc là, on atteindra l'objectif. Mais tant qu'on n'a pas cette capacité à identifier les entreprises qui sont réellement en transition, et certains travaux permettent de l'évaluer, mais ce n'est pas réglementaire. Donc est-ce que la BCE pourra utiliser ça? Je pense notamment à tous les travaux qui ont été faits avec la méthode ACT, par exemple, qui permet d'évaluer les plans de transition. Effectivement, les travaux qui sont menés par la Banque de France avec l'indicateur climat sont assez intéressants. On verra ce que ça donne en termes de notation. Moi, ça me rappelle un petit peu le Green Weighting Factor de Natixis, d'ailleurs, la notation climat de la Banque de France, parce qu'on évalue effectivement le chemin parcouru par l'entreprise et pas seulement son état à un instant T. Et ce que fait la taxonomie aujourd'hui, c'est ça. C'est l'état à un instant T et pas le chemin de la transition. Et puis, sur la taxonomie, il y a plein d'autres sujets. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on voit qu'aujourd'hui, la majorité des financements de projets qui sont portés par des SPV, donc des Special Purpose Vehicles, ne sont pas éligibles à la taxonomie, ça veut dire que dans les portefeuilles des banques, la majorité des financements de projets d'énergie renouvelable ne sont pas éligibles. Donc, il va falloir faire autre chose que la taxonomie si on veut mettre en place le taux vert et que ça encourage vraiment la transition. Donc moi, je pense que ce n'est pas un sujet anecdotique du tout. Il faudra vraiment se poser la question de ce qu'on met derrière, que ce soit stable, surtout. Parce que ce qui est important pour les banques, c'est que la règle soit connue dès le départ, qu'on puisse appliquer les taux bonifiés en toute connaissance de cause, et si possible que ce soit pas trop éloigné de la taxonomie, mais idéalement d'une taxonomie de transition, puisque les systèmes bancaires sont déjà équipés pour ça. Et peut-être en conclusion, je dirais que le sujet principal, finalement, c'est comment on va... c'est le partage du coût finalement de la transition entre les différents acteurs économiques, institutions financières, entreprises non financières et ménages quelque part, enfin les citoyens, et que ce sujet-là, il ne sera pas réglé simplement par un taux d'intérêt. Il y a toutes les autres mesures économiques qui vont derrière, y compris politique fiscale, etc., etc. Donc le taux vert bonifié, il peut être utile, mais intégré dans un ensemble de dispositions beaucoup plus larges. Merci beaucoup, Karen.